Salut Maxime, comment vas-tu? Salut Rafik, bah écoute, ça va très très bien. Merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. C'est nous qui te remercions. C'est un plaisir pour nous et moi personnellement, c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Donc on va essayer d'être à la hauteur de la pression. Bah non, non, mais puis je suis un grand auditeur aussi depuis le début du podcast, donc bon, on se connaît un peu, je pense on va Ouais, pas trahir, c'est pas un trahir un secret que de dire ça. Mais non, non, je suis très très heureux d'être là et je trouve en plus le concept top, donc ouais, non, c'est un vrai plaisir. ben nickel. On va parler de tes deux premiers bouquins. Génération 1987, Génération sacrifiée et l'autobiographie que tu as écrite pour Jean-Pierre Caillot avec un collègue à toi. Ouais. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, avant qu'on commence et qu'on se lance dans le grand bain de ton aventure littéraire, te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore aujourd'hui? Alors, donc Maxime Masson, j'ai 33 ans. Je suis journaliste à plein temps depuis maintenant quelques années, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, même si sur Internet et même au moment de la sortie du premier livre, j'étais très légèrement connu pour le projet Ultimo Dièse, dont je suis pas le fondateur, mais dont j'étais à la tête pendant très longtemps, avec toi notamment et plein d'autres qu'on retrouve aujourd'hui dans les différentes rédactions et dans les différents médias français. Et j'ai eu la chance, grâce à Ultimo et grâce à d'autres piges à droite à gauche, et bien de faire de la radio, de faire un petit peu de télé, d'écrire justement le premier livre et de devenir journaliste à plein temps depuis maintenant quasiment 2 ans. Parce qu'avant, j'avais une deuxième vie un petit peu qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'écriture. J'avais mon boulot de journée et j'avais tous les projets un petit peu de création et d'écriture le soir. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Je suis journaliste à plein temps, mais euh, mais c'est un peu grâce à ma première vie et à la vie un peu la seconde vie du soir où on a passé quand même beaucoup d'heures sur les différents projets qu'aujourd'hui j'ai fait la bascule de façon complète. Et pour qu'on se rende compte un peu du travail que ça nécessite, parce que au niveau journalistique, se faire une place et tout ça, toi, le travail de fond, quand tu avais entre guillemets «ta double vie», Ouais. ça prenait combien de temps et l'amplitude, hein, on va dire, horaire que ça occupait? Bah, le vrai problème, c'est que vu qu'on parlait de foot, et principalement, ça prenait tous les soirs et tous les week-ends parce que le football ne s'arrête jamais. Donc, j'avais mon petit 35-37 heures semaine en journée. Et puis le soir, il fallait s'occuper du projet Ultimo Dièse au sens large, du développement de la structure, du développement des partenariats, de la viabilité du projet. Et puis, malgré tout, il fallait aussi regarder des matchs, commenter des matchs, écrire sur les matchs, écrire des avant-matchs, écrire des après-matchs. Donc ça s'arrête jamais. C'était vraiment, dès que je quittais le travail, on avait la chance quand même d'être une rédac un peu fournie. Et donc, on se répartissait le travail, et heureusement d'ailleurs. Mais non, c'était du 18h minuit tous les jours de la semaine et un peu plus le week-end parce que forcément il y avait plus de matchs et plus de contenu à offrir le week-end. Donc c'est pas des années sacrifiées, loin de là, mais c'est vrai que pendant 7 ans, on a été très très pris physiquement et mentalement par ce beau projet qui a ouvert quand même pas mal de portes à plein de gens. Donc le travail a payé et ça c'est très très cool. Mais c'est vrai que ça nous a occupé pas mal l'esprit pendant plusieurs années. Comme le disait, Elton et on le salue, au passage, il disait, à l'époque, quand ça n'avait pas pété pour lui, il bûchait et il investissait pardon, sur lui. C'est ce que beaucoup de personnes de la rédaction et toi avaient fait au final, quoi. On y va, on y va à fond et puis, ça a permis d'ouvrir des portes, pour certains, des belles portes et toi aussi, des belles portes derrière qui ont permis de déboucher sur, des beaux bouquins.
À l'époque, c'est vrai que c'était absolument impossible pour nous de savoir où ça allait nous emmener quand on a commencé, l'aventure, en 2013-2014. Nous, on voulait juste, parler de notre passion au début et écrire à propos de choses, qui concernaient notre quotidien et de ce qu'on pouvait, voir, observer, regarder du monde du foot. Et puis on a eu la chance de percer entre guillemets un petit peu sur les réseaux, puis dans les médias, s'installer en tant que rédaction crédible auprès des autres rédactions mainstream et professionnelles de France. Et petit à petit, on s'est créé une petite place aussi. Et on a, je pense, un petit peu à l'image des cahiers du foot à l'époque aussi, désacralisé la possibilité de créer un média de toutes pièces. Tu parlais d'Elton, c'est vrai que eux l'ont fait sur un autre volet qui était plus vidéo, Mmh. mais eux l'ont fait avec le Club des 5. Et derrière, on a vu toute leur progression. Winamax TV et puis désormais RMC pour beaucoup, et d'autres sont dans d'autres rédactions aussi. Donc, on a été, entre guillemets, un peu les précurseurs à l'époque, et on a choisi le côté plus site web que Mmh. développement vidéo, qu'on a peut-être raté d'ailleurs Oui, ce ce virage-là. volet-là, ce Mmh. virage-là. C'est peut-être ce qui a fait qu'à un moment donné, le projet était moins viable que d'autres, à une époque où la vidéo a quand même plus pété que la lecture pure sur un Mmh. site internet. On y reviendra peut-être sur une autre forme tout à l'heure. Mais ouais, non, non, c'était très très cool. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires professionnels extrêmement bienveillants avec nous. Je pense aux gens de Bein Sport, je pense aux autres rédactions aussi, à des grandes marques, Adidas, Puma, avec lesquelles on a pu travailler. Donc ça, c'était très chouette. On savait pas que ça allait nous amener, que ça allait nous emmener là-dedans. Et puis par rapport au premier livre, c'est vrai que sans dire que j'arrive avec cette étiquette-là, mais c'est, je pense, un petit peu plus simple, même si ça a été quand même très compliqué de se faire publier une première fois, Mmh. mais c'est un petit peu plus simple quand tu es un inconnu qui a quand même contribué au développement d'Ultimo. C'est plus simple que quand tu es juste un inconnu et où tu dois faire doublement, triplement de tes preuves auprès d'une maison d'édition pour se faire publier dans un environnement qui est quand même, et je sais pas, je suis preneur de ton avis d'ailleurs, mais assez concurrentiel, dans le sens où il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de livres qui sortent, de livres sportifs, j'entends, Mmh. et beaucoup de livres sur le foot aussi. Donc les maisons d'édition ont un peu pléthore d'opportunités et de choix pour sortir tout leur catalogue au gré des années. Et donc, il faut arriver avec quelque chose de crédible et de sympa et de pas forcément déjà fait Mmh. pour se faire une première place en tout cas. Et puis pour faire la bascule entre juste écrire des articles de 2000 mots et écrire un bouquin de Mmh. 200 pages, ce qui n'est pas Ouais, c'est exactement ça. le même C'est exercice. pas le même travail, mais oui, après moi, je te dirais qu'aujourd'hui, le lecteur et l'amateur de livres que je suis, il trouve qu'il en a pas assez Hmm. de d'offres, Ok. et que du coup, c'est plus intéressant d'avoir, entre guillemets, «des profils» comme toi, ou d'amateurs d'autres disciplines, un peu dans le mode for us, by us, tu vois. Hmm. C'est donc du coup, il faut qu'on. Pour moi, je trouve qu'en tant que lecteur, ça a plus de valeur entre guillemets quand c'est quelqu'un qui est pas du sérail, qui prend la plume et qui partage sa passion, plutôt que un professionnel qui vient et qui a, à contrario, et plus de facilité de se faire éditer Hmm. parce qu'il arrive avec son statut et tout ça. Donc je pense que le côté passionné va t'amener sur, on va dire, un prisme que mais il va te prendre à contre-pied et du coup, il va titiller ta curiosité et qui, à mon sens, aura plus de succès, je pense, que la tête d'affiche. Ah, parce que la tête d'affiche, il faut qu'elle arrive avec quelque chose de novateur. Si tu arrives juste avec ton blaze, mon coco, ça va pas me donner envie de lâcher le billet, tu vois. Je comprends, non, non, je comprends. Voilà, c'est mon point de vue de d'amateur de bouquins. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que dans les quelques discussions que j'ai pu avoir avec des maisons d'édition au moment d'essayer de vendre le pitch du premier Mmh, livre, on me parlait beaucoup d'Ultimo. Donc je sais à mmh, quel point
ce travail un petit peu de l'ombre et ces mois, ces journées sacrifiées à regarder des Burnley Southampton ont permis quand même à un moment donné de faire de jolies choses derrière. Bah, nickel. Et au niveau de la lecture, toi, ton rapport à la lecture, parce que bon, c'est un secret pour personne, tu as une très belle plume. Je suppose que ça résulte de pas mal d'heures de lecture, ou pas, tu me diras. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très porté lecture, qui a été porté lecture ou pas du tout? Alors, vu que j'ai écouté les autres épisodes, je savais que cette question allait arriver, Mmh. donc j'ai pu réfléchir un petit peu. En fait, moi, je pense qu'il y a eu 3 phases, pour moi, 3 grandes périodes. J'ai eu la chance assez jeune, de par mes parents et mes grands-parents d'avoir accès à des livres, à des on a mais après je pense qu'on a tous enfin moi, en tout cas, j'ai commencé par des BD, Mmh. les grands classiques, tu vois? Tintin, Astérix, Mickey, et cetera. J'ai aussi grandi au moment où Harry Potter est arrivé, donc D'accord. j'ai lu tous les livres et c'est vrai que, contrairement à d'autres potes à moi qui ont jamais lu, même à l'époque, moi j'ai toujours eu un petit peu ce rapport-là, d'aimer lire, d'avoir, à la maison de temps en temps effectivement des BD à disposition, que, quand j'en demandais une ou quand, mes parents, mes grands-parents voyaient que j'aimais lire, bah, étaient friands aussi, de m'acheter des BD ou de m'acheter de quoi, continuer à développer ça. Ça m'empêchait pas d'avoir PES à Noël, hein, évidemment, Faut pas je déconner, faut pas dé voilà, tu vois? J'étais pas juste avec des bouquins, j'ai aussi saigné FIFA, PES et Tekken, mais c'est vrai que j'aimais bien ça et que j'avais cette opportunité-là, de pas mal bouquiner, notamment, chez mes grands-parents, chez qui je passais du temps, durant la semaine et puis aussi, enfin enfant de France 98, Mmh. je me suis mis au foot à 6-7 ans et du coup, je me souviens que j'avais aussi très régulièrement le droit au France Foot, qui était à Mmh. l'époque les billets hebdomadaires. Je crois que c'était mardi, vendredi. Donc voilà, j'avais aussi de temps en temps un petit France Foot qui m'attendait. J'avais, aussi, 11 mondial, je me souviens avec les guides du championnat Mmh. que tu achetais en juillet. Les transferts étaient pas forcément à jour parce que forcément, c'est pas comme aujourd'hui où tu pouvais avoir accès à tous les transferts heure par heure, etc. Tu avais des effectifs où des fois l'attaquant n'était plus là, où le gardien avait été remplacé, où il y avait eu un nouveau défenseur, mais ça te permettait quand même d'avoir une vision du championnat avant que la Ligue 1 reprenne, notamment. Et voilà, c'est là où tu te rends compte que tu es très vieux parce que ça n'existe plus. Tu vois, les jeunes de maintenant doivent se dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle? Le grand livre tu vois, le grand livre de la Ligue 1 en juillet, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'était vraiment quand j'étais plus petit. Euh, Adolescent, de par mes études, vu que j'ai fait un bac L, j'ai été obligé, entre guillemets, tu vois, de lire quand même quelques classiques. Mmh. Roméo et Juliette, les Contemplations de Victor Hugo, tu vois, ça c'est des trucs, ça me sert pas aujourd'hui, mais demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est un truc que j'ai en tête et Mmh. que je connais par cœur, qui m'a jamais servi, tu vois, ni à l'école, ni en date, ni rien, mais je les ai lus quand même pour mes études. Et en fait, après, je me suis rendu compte que de ouais, 17-18, après le bac, jusqu'à 25, 26, 27, hormis quelques bouquins de sport, j'ai pas beaucoup lu. D'accord. Et aujourd'hui, j'essaie justement de me trouver un peu plus de temps pour lire et ne pas lire que des bouquins sportifs. Ce que j'essaye de faire de plus en plus là ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que justement, je pense que ça m'éclate plus et j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et d'avoir raté quelques grands polars ou Mmh. quelques jolis bouquins. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi des bons conseillers à ce niveau-là pour récupérer les bons livres, les bons romans de ces dernières années. Mais il y a un vrai trou. Il y a un vrai, vrai trou.
mais ça correspond aussi au moment où j'écrivais beaucoup. Mmh. Et où au moment où voilà, il y a eu le développement d'Ultimo, il y a eu les premiers bouquins et cetera et c'est peut-être un peu ça la particularité, c'est que quand j'écrivais, je ne lisais pas beaucoup finalement. Si ce D'accord. n'est de la presse quotidienne Mmh. ou des articles ou des choses comme ça. Mais en tout cas, en termes de bouquins à proprement parler, j'avais pas le temps de me dévorer un 300 pages, par mois. OK, et au niveau de justement, même si tu es plus trop dans le rayon livre de sport, quel a été le dernier livre de sport que tu as dévoré? Le dernier livre de sport, je pense que c'est, Basketball et compagnie de Shia Serrano, qui est un auteur américain, et qui a croqué un petit peu, on va dire tout ce qui peut se faire autour de la NBA dans un bouquin assez novateur, que j'avais vu dans les recommandations de Trash Talk, D'accord. de je sais plus, c'était il y a quelques années, je me l'étais mis de côté et je me le suis acheté et c'est un très, très bon livre de basket pour ceux qui connaissent pas. Et il en a fait d'autres, hein. C'est celui aussi qui a fait un bouquin, sur le hip-hop, l'une des bibles du hip-hop, D'accord. aux États-Unis. Donc c'est un auteur assez connu, aux États-Unis et en français, bonne question. J'ai commencé l'autobio de Cédric Doumbé, voilà, D'accord. OK. que j'ai pas terminé. OK, très bien, et du coup pour la lecture, est-ce que tu as un spot préféré, où tu te dis: «Allez Bamos, on ouvre le bouquin»? Chez moi, principalement, j'essaye de justement, avant, c'était réservé à des temps de vacances, D'accord. ou vrais temps de coupure où, tu sais, tu es, sur un transat, tu te forces à pas avoir ton téléphone, tu te forces à pas avoir ton ordi, à pas suivre l'actualité et cetera et tu prends un vrai livre et tu prends vraiment du temps pour lire et généralement, c'est plus ce déclencheur-là. C'est le fait de me mettre dedans qui fait qu'après je vais pousser le Mmh. bouquin jusqu'au bout, mais j'ai du mal à me dire: «OK, là, je mets tout de côté et je bouquine». En tout cas, chez moi, c'était assez impossible et là, j'essaie de retrouver du temps justement, même chez moi et de pas attendre forcément des temps de vacances ou des vrais temps de pause et de me dire le soir, bah, plutôt que de dévorer telle ou telle série ou tel film, même si je consomme encore beaucoup, beaucoup de films, de me dire de temps en temps, bah, aujourd'hui, ce sera pas, voilà, tu éteins l'écran, tu éteins tous les écrans et tu prends un livre. Nickel, et les disciplines sportives qui titillent un peu ta curiosité, outre le foot? Hem C'est une bonne question. Je pense que je fonctionne plus à la thématique du livre, et à la thématique, j'entends à l'originalité, à ce que Mmh. je vais pouvoir y retrouver, à l'angle qui est choisi par l'auteur, plutôt que sur des thématiques purement, disciplinaires, de dire, je vais bouffer, que des bouquins de NBA ou des bouquins de Ouais, basket ou ouais. que des bouquins. Ça dépend vraiment de l'angle et de l'intérêt que je trouve, dans le livre, donc je peux lire, un peu de tout. Par exemple, là, j'ai été assez, intrigué par l'autobio de Gunther Steiner, Mmh. qui est, l'ancien, F1. boss, voilà, de Haas, en Formule 1. J'ai trouvé l'angle sympa. À côté de ça, je suis pas persuadé que j'achèterais beaucoup de contenu F1 pour le lire, plutôt que pour le regarder. Mmh. Heu et inversement, tu vois, là, j'ai pris l'autobio de Cédric Doumbé, mais je considère quand même qu'une autobio si jeune dans une carrière, même s'il a des choses à dire et il les dit très bien, il y a pas de souci. Finalement, j'aurais préféré peut-être qu'elle sorte dans 10 ou 15 ans, quand il Mmh. aurait eu son après-carrière et un recul aussi sur ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment, ça dépend des thématiques. Principalement, je vais te dire quand même que ça tourne autour du basket, de la Formule 1, éventuellement, du MMA parce que je voulais comprendre un petit peu, ce développement, là en Mmh. France, voire du tennis, qui est un amour un peu, lointain parce que les Français étant plus forcément là, j'ai du mal un peu à m'attacher au nouveau. Je suis Mmh. désolé, même si le Giovanni, mince, j'ai perdu son nom. Il est incroyable. Mais bref, c'est un autre débat. Mais voilà, principalement ces thématiques-là hors foot et sinon je te dis beaucoup de polars, beaucoup de romans,
en dehors de et des enquêtes. J'ai lu le bouquin sur la taxe carbone, par exemple, l'arnaque à la taxe carbone, de Fabrice Fabrice Arfi. Arfi, exactement. Ouais, et excellent, excellent. Ouais, non, mais je valide les bouquins, très bien. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, entre guillemets, et parler de plus de tes œuvres. Est-ce que tu peux nous dire et nous dévoiler un peu comment ça s'est passé, la genèse, du premier bouquin? Comment on se dit qu'on va parler de la génération 87? Pourquoi la génération 87 et tout ça? Bah, moi, mon rapport à la génération 87, c'est que j'ai vu l'Euro 2004, Mmh, l'Euro U17, parce que j'avais la chance d'avoir Eurosport à l'époque et ça passait sur Eurosport, c'est eux qui avaient les droits. Donc je m'étais dit à l'époque, j'avais, ouais, 2004, j'avais 13 ans, je me disais: «Ouh là, attention, eux, ils sont forts», tu vois? Mais j'avais pas encore le recul pour savoir que mmh, c'était des petits cracks, qu'ils allaient faire carrière et cetera. Et c'est vrai que X années plus tard, par le biais d'un amour inconditionnel pour Hatem Ben Arfa, j'ai été amené à suivre un petit peu le parcours des uns et des autres. Et à la toute base, c'était, je pense que tu as l'histoire en plus, c'était un article qui devait s'appeler «Pourquoi la génération 87 est-elle partie en vrille?» mmh, et à la base, ça devait sortir sur Ultimo en 2000 mots. Et quand je fais mes recherches, je me rends compte que tout cela, donc la quasi vingtaine de joueurs, a on va dire une vie assez particulière, que chaque parcours fait écho à des thématiques bien précises, que on peut pas résumer cette génération-là en 2000 mots. Et du coup, bêtement, je me dis, bah, il faudrait presque en faire un bouquin. Et j'en parle un petit peu autour de moi, et c'est vrai que, bah, je pense que moi, dans mes contacts, ou en tout cas là d'où je viens, mes amis d'enfance, même mon entourage, personne n'écrit de livre, tu vois. mmh. C'est quelque chose qui peut paraître insensé. Et, et malgré tout, on me pousse, on me dit, mais fais des recherches, tu vois, essaye d'aller au bout du truc. Et puis je me dis, au culot, je vais contacter les mecs. Je vais contacter quelques joueurs pour voir un petit peu si ça prend. Et je contacte Jean-Christophe Sesto, qui me dit oui tout de suite. Il me dit: «Mais moi, je te raconte mon histoire, il y a aucun souci». Je contacte Steven Tico, qui, par le biais d'un intermédiaire, me dit: «OK, viens, on s'appelle et on en discute». Je contacte Serge Akakpo, qui me dit: «On s'appelle». Je contacte Thomas Mangani. Pareil, il me dit: «Bah, Max, viens, on trouve un moment, on». Et en fait, je me dis: «OK, Ça part là, ça part. enfin, ils sont tous d'accord pour parler, il y a un vrai truc à faire. Bah, en vrai, je vais le monter dans mon coin, et on pensera à le vendre plus tard, tu vois? Vraiment, à la D'accord. base, c'est, je prends toute la matière, j'appelle les joueurs, hem, ils prennent des heures et des heures de leur temps pour me raconter leur carrière, et au bout de 3 ou 4 ou 5, je me dis: «Attends, là, par contre, je peux plus les lâcher, je suis obligé d'aller au bout. Je suis Mmh. obligé de je suis obligé de monter ce livre-là. D'une façon ou d'une autre, il faut que ça sorte». Et après, les uns font les VRP parce qu'ils sont quand même tous un peu connectés, hein. Mmh. Ils ont c'est une Ils vraie ont équipe. gardé des liens, entre eux. Exactement. Donc tous, me font des passes décisives les uns pour les autres. J'arrive à avoir, plus de la moitié, de l'équipe. Hem et là, en fait, ça démarre. Ça démarre parce que je commence à écrire les chapitres, parce que je commence à avoir une trame commune à tous les chapitres. J'ai une idée de la direction artistique dans laquelle je veux amener le livre, Mmh. et je suis validé par ces mecs-là, Ouais. qui sont pas obligés de me donner l'heure à la base, parce que Ouais, ouais. je suis Mmh. un journaliste semi-pro, parmi, beaucoup. Tu vois, je représente pas l'équipe, je représente pas France Football, je représente pas une grosse institution, et ces mecs-là, qui ont refusé de parler quand même beaucoup lors de toute leur carrière, finalement ouvrent les portes. Et là, je me dis: «Mais par respect Mmh. pour cette parole, je peux pas ne pas aller au bout». Et donc au fur et à mesure des entretiens, tout se dessine un petit peu, et et au bout de X mois d'écriture, le covid arrive. Donc là, j'ai vraiment tout mon temps à consacrer, On bûche, ouais. Mmh. exactement.
et à faire les dernières interviews Mmh. et en et en fait, bah, c'est là où je carbure, où j'appelle leurs anciens coachs, leurs anciens partenaires, des mecs qui les ont recrutés. Enfin, il y a plus d'une centaine de témoignages dans le livre et c'est que des témoignages exclusifs où, bah, j'ai eu des journalistes, des gens du microcosme qui les ont vus grandir et c'est là où tout se dessine et là, j'arrive, quand il faut, vendre le bouquin, j'ai déjà 6, 7, 8, 9 chapitres d'écrits, avec quelque chose de très clair dans la vision que j'ai du projet et où je veux pas déroger on ne retouche pas leurs propos. C'est des gens qui n'ont pas parlé pendant des années et pour une fois où ils parlent, on va les écouter Mmh. et comme je leur ai dit dès le départ, je serai pas, leur avocat parce qu'ils ont pas besoin de moi Mmh. pour parler ou pour se défendre ou pour, revenir sur des polémiques et cetera. Je veux pas dire que la génération, 87 était, exceptionnelle en tout point, que personne n'a fait de Mmh. conneries, que la faute revient à tous les autres, Oui, sauf eux, hem, oui. sauf eux. Mais par contre, je ne tomberai pas dans les biais dans lesquels les médias traditionnels sont tombés, de réduire ça à une bande entre guillemets «de petits cons», Mmh. et de simplement dire, «Oui, bah, ils étaient, mal éduqués, eux, ils ont fait des conneries, bah, lui, s'il a cette carrière-là, c'est de sa faute». On va essayer de comprendre et d'avoir justement et c'est là où je suis preneur de ton avis, j plutôt que d'arriver avec des avis tranchés, même si j'aime pas le terme et je veux Oui, oui, pas oui. enfin, je veux dire, c'est pas un pic pour d'autres, enfin, pour des émissions qui font des avis tranchés, attention. Oui. Mais je voulais pas arriver avec des avis tranchés, mais je voulais plutôt arriver en disant: «Voilà leur point de vue, voilà comment ça a été vu de l'extérieur», de soulever des questions, éventuellement, évidemment, de débunker certaines choses, Mmh. parce qu'il y a des grands mensonges qui sont liés à leur carrière et il fallait dire: «Bah, regardez quand même, factuellement, c'est un C'est pas mensonge». trop ça, ouais. Mais de laisser aussi une part de flou pour le lecteur Qui et se heu fait et qu'il se fasse sa propre idée parce que mmh. je sais que c'est une génération extrêmement clivante, que les gens avant de lire avaient déjà un avis, positif ou négatif, mais il y a quand même Ouais, très c'est peu de gens qui sont neutres par rapport à cette génération-là et je veux ni convaincre tous les pros ni tous les pros 87 que, c'est tous des génies et qu'il y a pas eu de problème, ni convaincre tous les contres que tout a été contre eux pendant 20 ans et que regardez, vous vous êtes fait une mauvaise image. Charge au lecteur de se faire son propre avis, mmh. mais voilà en tout cas leur histoire telle qu'eux veulent la raconter et telle que factuellement, beaucoup d'intermédiaires, de recruteurs, de joueurs, de coachs, de coéquipiers, de journalistes ont vécu leur carrière, leurs frasques et leurs coups d'éclat. Et justement là-dessus, il y a un point qui je sais pas, j'aimerais avoir ton avis aussi. Je vais te retourner la question. C'est, comme tu dis oui, tu as sollicité les joueurs, le fait que tu ne sois pas du Sérail et que tu ne sois Mmh. pas estampillé journaliste, est-ce que ça n'a pas été justement un facilitateur pour toi de connexion pour, briser entre guillemets la glace et ils se disent peut-être: «Je suis en confiance, c'est pas un mec entre guillemets qui va me la faire à l'envers, je peux me livrer et dire ce que j'ai à dire». Ils sont forcément difficiles d'accès parce Mmh, qu'ils ont fermé les écoutilles depuis plusieurs années et ils ont été, tous à leur niveau ou presque un petit peu déçus des traitements médiatiques ou de mmh, ils ont plus donc d'un côté, c'est difficile de les atteindre, mais je pense que quand tu les atteins et effectivement, peut-être que ça a facilité les choses que, j'arrive pas justement avec, cette, casquette de journaliste pour l'équipe ou journaliste pour, X ou Y rédaction avec lesquels ils auraient pu avoir, petit hem, antécédent. un petit antécédent exactement au cours de leur carrière. Donc ouais, je pense que le fait de sortir un peu de nulle part par rapport à eux et d'être affilié à personne, a joué positivement sur le fait qu'on est rapidement tombé d'accord avec une grande majorité de joueurs de cette équipe-là pour le faire ensemble et comme je leur ai toujours dit, moi sans eux, ça n'aurait eu aucun intérêt Mmh. et peut-être que eux n'auraient pas tous, répondu à l'appel, si ça avait été quelqu'un d'autre donc c'est bien trouvé, tu vois?
Non, nickel. De toute façon, bah, alors, du coup, on va avancer un peu dans le je vais remonter un peu la partie, avis sur le bouquin, vu que tu me l'as demandé il y a quelques minutes. Alors le bouquin, moi, déjà, la génération, c'est une génération comme toi qui à la auquel je suis très attaché. Heu, j'ai vécu l'Euro, je suis un peu plus âgé que toi, donc on va dire que l'œil footballistique, quand j'ai capté l'Euro, tu captais direct qu'il y avait des mecs, c'était phénoménal. Et il y en avait certains que j'avais eu la chance de voir quand ils étaient en réserve Mmh. déjà. Ils passaient vers chez moi à Sochaux, notamment des petits Lyonnais, pour pas les citer. Et Mmh. quand tu les vois en vrai, tu dis, mais phénomène en fait, c'est pas possible. Ce mec-là, il faut noter son nom, il va tout exploser. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai vraiment apprécié là-dessus, c'est que c'est le côté humain et c'est un dénominateur commun qu'on a sur le second bouquin. C'est qu'il y a vraiment, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, je pense que oui, connaissant la personne qui a écrit le bouquin, que on a voulu mettre en avant l'homme avant de penser à l'athlète et à la personne enfin on va dire le personnage public qu'ils sont. Et ça, et après, il y a des histoires et des personnes que j'avais oubliées. Quand tu vois leur parcours de vie, tu te prends des claques et tu te dis que c'est des messages et des parcours inspirants qui peuvent s'appliquer à tout le monde dans la vie de tous les jours, quoi. Et que même si tu as des échecs, tu te relèves, tu as des ressorts et c'est hyper inspirant et aussi c'est très bien écrit. Donc voilà, c'est punchy, il y a de la punchline. Des fois, tu souris un peu avec quelques petites formules bien trouvées et c'est juste, à mon avis, normal qu'un livre comme ça ait connu le succès qu'il a pu connaître et la reconnaissance qu'il a eu. C'est juste mérité. Bah, écoute, c'est très gentil et c'est vrai que moi, à la base, enfin, il y a aussi le fait de je pensais pas qu'il y en aurait un deuxième. Mmh, Et moi, dans ma tête, il y avait Ultimo et il y avait, mes anciens boulots à côté et il a jamais été question d'en faire un business. Il a jamais été question de prendre de l'oseille sur leur histoire. Il mmh, a jamais été question de tu vois? Il y avait pas de démarche mercantile derrière ce premier livre-là. C'est arrivé parce que ça devait arriver et hem et je me suis dit: «OK, alors maintenant, tu face au mur, il faut le publier. Bah, justement, mets-y un peu de toi dedans, pour pas avoir de regrets derrière. Essaye de rendre ça accessible au plus grand nombre, parce que j'étais conscient quand même que je m'adresse aussi, enfin, qu'il allait avoir une frange du lectorat qui est un lectorat purement foot et mmh, qui allait aller vers le livre alors qu'il ne va pas forcément beaucoup lire, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais j'étais conscient que je pouvais potentiellement m'adresser à des purs fans de foot qui, n'ouvriraient pas, un bouquin, tu vois? On parlait en off du mmh, Comte de Monte Cristo, ils le liront pas. Mais par mmh, contre, si tu arrives à les intéresser, sur une thématique sportive, bah, il faut à la fois que ce soit bien écrit pour qu'ils prennent du plaisir à lire et pour que la lecture ne soit pas une contrainte pour eux, même s'ils sont attirés par l'objet. Et d'un autre côté, il faut qu'ils apprennent des choses et il faut que ce soit facile à écrire et puis ouais, j'ai mis un peu de moi dedans, j'ai mis des rêves, j'ai mis des petites blagues, j'ai mis des mmh. parce que c'est qui je suis et je voulais pas non plus dénaturer ça. Mais je suis très heureux parce que je crois que par rapport, bah, maintenant il est sorti en 2020, pendant le deuxième confinement donc j'ai un recul aussi dessus. Hem, Toutes les cases que je voulais cocher pendant l'écriture, de respect des athlètes, respect des hommes derrière les athlètes, heu, pas de trahison par rapport aux confessions qu'ils m'ont faites, que ce soit ceux qui me les ont faites en on ou en off, de moi je me trahis pas non plus dans l'écriture, et je voilà, j'en fais pas trop et je rends vraiment compte de la façon la plus sincère possible, de mon travail de recherche parce que c'était quand même un travail de plus d'1 an et demi de recherche où j'ai quasiment fait que ça. Mmh. J'ai contacté la FIFA, ils m'ont réenvoyé les matchs, enfin j'ai bossé, tu vois? C'est pas là aussi, j'ai pas voulu me moquer des gens.
Mmh. Donc je suis très heureux effectivement que au gré de tous les retours que je puisse avoir, les gens me disent: «Ah tiens, ça j'ai bien aimé» et ça faisait partie de mes objectifs dans l'écriture. Donc je suis très heureux d'avoir ce retour-là. Et au niveau aussi du bouquin, et je vais endosser le costume de VRP. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, quand je l'ai lu, c'était une période où je recommençais à lire. Mmh. Donc me bouffer, les tout le bouquin d'un coup, c'était juste pas possible. Donc il est bien fait et bien séquencé que tu peux t'arrêter su les picorer, de façon, pas forcément dans l'ordre Mmh. du sommaire, que voilà, donc un peu mode, boîte chocolat. Voilà, tu le fais comme il faut. Par contre, une fois que tu as commencé, tu voilà, c'est comme la boîte au chocolat, tu en prends un et après tu as du mal à t'arrêter et c'est très bien pour les personnes et je le conseille aux personnes qui veulent reprendre la lecture. C'est un bel outil qui te permet d'allier, le plaisir et ça redonne goût après derrière à la lecture et ça peut ouvrir d'autres portes sur d'autres bouquins. Ouais, j'ai essayé de le construire de façon à ce qu'il y ait une trame déjà. Donc on Mmh, commence effectivement par leur aventure commune et le capitaine, qui est mmh, vraiment le lien, entre tous. Mais tous les chapitres, celui qui veut picorer le chapitre sur Karim Benzema, il peut lire celui-là. Celui qui veut commencer par le chapitre sur Hatem, il peut le faire. Celui qui veut, commencer par le chapitre sur, Pierre Ducasse parce que, il est bordelais et qu'il l'a vu, soulever un titre, il peut. Mais dans l'absolu, celui qui veut le lire du début à la fin, il y a quand même une sorte de fil rouge mmh, qui commence plutôt par les chapitres biographiques et qui se termine plutôt par les chapitres un peu sociétaux, parce que eux aussi sont arrivés, et je pense qu'il y a des vrais échos entre leur parcours et des faits de société qui sont arrivés en France depuis les débuts des années 2000. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, mais que malgré tout, celui qui veut picorer un petit peu, parce qu'il veut commencer par son joueur préféré, il a le droit aussi, tu vois. mmh et justement, tu as parlé de Steven Tyco, c'était une des 2 personnes que j'aimerais qu'on mette un peu la focale dessus. Est-ce que tu peux mettre la focale sur lui en premier et sur, Mister, Bergerot, s'il te plaît? Alors, Steven, ça fait partie des premiers qui m'ont dit oui, et c'est celui avec lequel j'ai passé le plus de temps au téléphone. Lui, à l'époque, était entre les États-Unis et la Malaisie, si je dis pas de bêtises, et même, au final, la Lituanie quand le bouquin sort. On a passé, beaucoup de temps au téléphone parce que c'est un peu l'âme de cette génération-là, c'était le capitaine. C'est aussi celui, qui a peut-être le plus de regrets ou en tout cas, dont, unanimement partout où il est passé, tout le monde a toujours dit qu'il était au-dessus du lot. Mais les péripéties de carrière ont fait que, bah, il a sans doute pas eu la carrière enfin, il n'a pas eu la carrière dont on lui prédisait et lui n'a pas eu non plus la carrière, qu'il s'imaginait et on le sent, je pense, un petit peu dans le livre quand même, il en a souffert Mmh, et aujourd'hui, il vient d'arrêter sa carrière là, il y a quelques semaines ou quelques mois en fonction de quand va sortir le podcast, mais c'est quand même extrêmement, récent. C'était fin 2024 et c'est vrai que humainement, il m'a appris beaucoup de choses, déjà sur le monde du foot. Hem, Parce que pour faire un tout petit aparté, quand j'ai eu fini d'écrire le bouquin, j'étais un peu dégoûté du monde du foot. ouais, Parce que les histoires humaines qui me sont racontées, et j'ai pas tout mis dedans, font que c'est difficile de continuer de regarder le sport avec des yeux d'enfant mmh, quand on connaît le business qu'il y a autour. Et, et l'avantage aussi d'avoir eu tous les joueurs et tout le panel de joueurs, c'est que certains ont eu des carrières internationales folles et ont été amenés à avoir des problématiques liées justement à l'argent, la notoriété, tout ce que peut amener le football aussi. Mais d'autres ont eu des carrières plus ou moins loin des spotlights et là, tu te rends compte que le foot, c'est quand même une industrie, très, très particulière et qui broie humainement beaucoup de gens et on parle pas forcément de broyer un sportif, on parle de ouais, non, broyer d'accord, vraiment ouais. des hommes
et des hommes qui sont partis de chez eux à 12 ans et donc qui sont vraiment, je pense, plus aptes que la moyenne à encaisser les coups parce Mmh. qu'ils ont déjà encaissé beaucoup de coups à l'adolescence. Et j'en suis sorti un petit peu troublé de l'écriture de ce premier livre. Mais pour revenir à Steven, tu revois les matchs de 2004, c'est assez dingue. Tu ne peux pas t'imaginer que ce mec-là ne finisse pas. Bah on cite United dans le bouquin parce qu'on lui a rapidement dit qu'il y finirait. Mais oui, effectivement, Ouais, il était câblé pour, hein. Aujourd'hui, quand j'ai des discussions avec des potes et que je leur dis: «Mais il y a 20 ans, il tenait tête à Gérard Piqué dans la liste des joueurs, des défenseurs centraux sur lesquels il fallait miser et sur lesquels tous les clubs étaient dessus», mes potes me regardent en disant: «Attends, Gérard Piqué, celui qui a tout gagné avec le Barça?» J'ai: «Oui, Mmh. oui, ouais, 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 celui-là». Ils étaient vraiment en vraie concurrence et il y avait un vrai duel et personne n'était capable de dire, qui allait avoir la meilleure carrière. Bon, au final, effectivement, il y en a un qui a eu une immense carrière, remplie de trophées, et l'autre qui a eu aussi une immense carrière dans la longévité, un grand nombre de matchs, mais dans des clubs plus modestes, forcément. Mais immense rencontre humaine, Steven, pour en revenir là. C'est vraiment l'âme de la génération. Je maintiens ça parce qu'encore aujourd'hui, quand l'un ou l'autre est critiqué sur un réseau ou quand on attaque un humain de cette génération-là, il est tout de suite là pour remettre les choses au clair, il lâche personne et, et vraiment beaucoup de valeurs humaines dégagées par Steven. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans nos échanges. C'est aussi pour ça, à la rencontre de ce genre d'homme, et tous m'ont parlé de choses perso. Donc c'est aussi pour ça que je voulais pas juste faire un bouquin de relais de statistiques et de dire Oui, ils ont fait telle ou telle carrière. Parce que aujourd'hui, je trouve on, mais on déshumanise, déshumanise oui. beaucoup les sportifs parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils sont exposés, médiatisés, etc. Et là aussi, ça faisait partie des messages, c'était de dire mais regardez, effectivement, ils ont pu rater des matchs, ils ont pu avoir des brouilles dans certains clubs, etc. Pas de souci. Mais derrière tout ça, derrière le business, il y a quand même des hommes qui ont vécu plus ou moins bien certaines choses. Et il y a des choses qui s'expliquent, enfin des choses sur le terrain qui s'expliquent aussi Mmh. par du hors terrain. Et je pense que les gens n'ont pas assez conscience et que l'avènement des réseaux sociaux a un peu permis la déshumanisation globale des athlètes. Et si je pouvais modestement remettre un peu ça, euh, et en tout cas que ça se ressente dans le livre, remettre un peu de respect sur les gens qu'ils sont. Voilà, modestement, j'ai essayé. Bah, et très bien réussi en tout cas. C'est comme je le disais dans la vie, pour moi, c'est la première chose qui m'a marqué, dessus, c'est le côté, humain et empathique qu'on a, dans ta plume. Et Mister Bergerot, qu'on continue dans l'empathie. Et voilà, parce que je disais que Steven était l'âme de l'équipe, mais le druide, un petit peu, de toute cette bande-là, c'est quand même Philippe Bergerot. Philippe Bergerot qui arrive donc en équipe de France après, après 2 échecs consécutifs au Paris Saint enfin 2 échecs, une première expérience au Paris Saint-Germain qui s'est mal terminée, et on se rappelle un peu tous pour les anciens du 5-1 pris contre Sedan, qui marque la fin de son époque à la tête du PSG, et une aventure au Stade Rennais qui s'était pas bien terminée non plus et qui a mal commencé, qui a pas fait il a pas fait long feu au Stade Rennais de mémoire. Et lui arrive là, entre guillemets, en équipe jeune, alors qu'il a un palmarès, c'était quand même l'adjoint d'Aimé Jacquet en 98. Enfin, on se Mmh. rend pas compte. En plus de sa carrière de gardien de but dans les années 70 et 80, où il a, je crois, je sais plus, 500 matchs pro. Enfin, c'est une vraie légende, Philippe Bergerot.
Et il arrive après Blacquart, à la tête de cette équipe-là. Et Blacquart humainement, certains en parlent dans le bouquin, il y a des petits soucis, enfin, tactiquement, il y a pas de problème, mais humainement, il y a un truc que Blacquart n'a pas et que Bergerot aura. Pas facile à dire, hein. Ouais. Et heu et et il va les amener sur le toit de l'Europe, quoi. Et ils en seront toujours, humainement, extrêmement reconnaissants encore aujourd'hui. Je sais que certains s'appellent et que lui a gardé, je pense que c'est dans les meilleurs souvenirs de coach qu'il ait pu avoir, Philippe Bergerot. Et il en témoigne aussi dans le livre. Et j'ai trouvé ça intéressant de ne pas faire justement que les joueurs, mais Mmh. de faire aussi un petit peu ça m'aurait manqué. Il m'a pas manqué grand-chose dans le bouquin, mais s'il n'avait pas témoigné, je pense que ça aurait manqué, parce que, parce qu'il les a traités, avec respect et avec beaucoup d'amour. Mmh. Ça l'a pas empêché de râler, parfois, mais en tout cas, lui a fait, l'effort. Et peut-être parce que c'était une équipe jeune, et en équipe de France, tu peux faire l'effort que tu ne peux plus faire après dans des clubs, en pro, mais il a fait l'effort de les comprendre et de ne pas les juger. Aucun. Et c'est bizarrement là où, ils ont été le plus à la guerre avec un coach. Donc, Étonnant. voilà. Il y a quand même beaucoup d'humain dans la façon de manager, et je trouvais ça intéressant parce que c'est quand même aussi l'ancienne époque. Je pense qu'il a bien 70 ans aujourd'hui, donc, Mmh. c'est une autre façon de coacher aussi, et je trouvais ça intéressant que lui puisse mettre des mots sur ce qu'il avait vécu et sur, le regard qu'il avait sur leur carrière, et sur, la suite que chacun a eue après l'avoir quitté en équipe de France. Tu parlais il y a quelques secondes de choses qui t'ont un peu manqué dans le bouquin. Si toi, tu montes dans la DeLorean, qu'est-ce que tu changerais, sur, ce premier bouquin? Un angle que tu modifierais ou un témoignage en plus que tu aurais aimé avoir? Je sais pas. Hem, je l je l'ai souvent dit quand j'ai fait des interviews pour la promo, et donc je vais pas changer même si ça fait quelques années, je vais pas changer de ligne de conduite. Celui qui m'a le plus manqué, c'est Jérémy Ménez. J'aurais Mmh. adoré avoir un témoignage, alors j'en ai eu de proches de lui, de gens qui l'ont côtoyé, on explique quand même un petit peu sa carrière, évidemment, et on revient sur certaines choses, mais je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant, et j'aurais adoré, l'avoir, pour qu'il nous explique de son point de vue, sa carrière. Et il le fait un petit peu désormais. C'est pareil, entre-temps, il y a eu du temps. Mmh. Samir Nasri est devenu consultant, alors qu'à l'époque, il était sur la fin de carrière et il parlait peu. Karim Benzema a chopé un ballon d'or entre-temps. Enfin, le livre date un petit peu quand même. Mais ouais, j'aurais adoré faire un long chapitre, sur Jérémy. C'est celui qui me manque le plus dans l'ensemble. Sinon, pour le reste, je change pas grand-chose. Je change rien à la façon dont il a été fait. Mmh. Je change rien à la façon dont je l'ai écrite. Je crois qu'il y a deux trois coquilles par-ci par-là. Évidemment, si je peux remonter en arrière, je les enlève. Mais ni dans le processus d'écriture, ni dans l'effort que ça m'a demandé, ni dans les sacrifices que j'ai fait pour le faire, rien. Sincèrement, rien. Et du coup, dans le process, on va rebasculer, rester un peu dans la DeLorean. Donc, tu nous dis, tu as 5 ou 6 chapitres de bouclés quand tu Mmh. commences ton démarchage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment c'est et l'exercice peut-être compliqué de convaincre un éditeur de se lancer dans l'aventure et de valider un projet? Bah, c'est assez simple. Je sonde autour de moi, pour, récupérer les bons contacts, et je pitch. Je fais un petit truc de présentation. Je pitch, je veux pas forcément envoyer parce que je sais que la thématique est intéressante, et je suis un peu toujours parano de me faire piquer Mmh, des bouts de trucs, donc j'envoie pas le manuscrit complet ou les chapitres complets, et cetera, mais j'essaie de pitcher, j'essaie d'envoyer un petit peu, j'envoie forcément des petits bouts pour que, ouais.
pour que les gens se rendent compte, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, c'est-à-dire que on ne me connaît pas. Enfin, Mmh. les gens, je m'adresse à des inconnus quand j'écris les premiers mails aux maisons d'édition. Et j'ai des premiers contacts avec certaines maisons. Certains veulent que je change une façon enfin un regard ou en tout cas un angle sur le bouquin, ce qui fait que je trahirais les propos de certains et donc je refuse. D'accord. Hem, Et petite question, je sais pas si tu peux l'aborder ou pas, c'était plus, partir sur, l'angle polémique ou sur un truc, plus Bah, disons que on me l'a déjà dit, donc je peux le ressortir, mais à un moment donné, je pense que c'est plus facile, peu importe qui l'écrit, hein, mais c'est plus facile de sortir Racaille Football Club que 1987 Génération Sacrifiée. Et c'est un tir pour personne, attention, oui, hein. oui, non, non, mais C'est une je critique pour ni les maisons d'édition, ni les auteurs, ni personne. Mais à l'époque où on est, et même en 2020, je pense qu'un livre polémique a plus de chances, parce qu'on est dans une époque où il faut que ça clive. Et ce bouquin-là se voulait justement pas clivant. alors moi, je me permets un petit bémol, je pense qu'un bouquin comme ça qui met en valeur l'humain, l'aspect santé mentale, Mmh, rebond, un peu mindset et tout, ça peut davantage marcher aujourd'hui que, je pense que tu aurais encore beaucoup plus de ventes si tu le rebalancé maintenant mmh, qu'il y a plus tôt. c'est possible que ça ait changé. Mmh, Moi, j'ai pas le mais en tout cas, voilà, des premiers retours ouais, qu'on m'a fait, c'était, ouais, en fait, on ne le publie que s'il y a un témoignage de Karim Benzema, ah qui ouais, était d'accord. encore en carrière au Real. Ouais, mais impossible ça, Donc pas possible. Enfin, je veux dire, moi j'ai essayé, c'était pas un manque de volonté, mais quand j'ai eu son agent au téléphone, on a discuté, il m'a aiguillé vers plusieurs personnes qui pouvaient me parler de Karim, mais pas une mais entrave, Karim en tant que logique, tel ouais. ne prendra pas part publiquement et ça s'entend, tu vois. Certains étaient encore en carrière, etc. Il y a pas de problème. Mais voilà, des demandes comme ça où bah, je peux juste pas répondre positivement à ça. Mmh, Et d'autres croyaient moins dans le projet, je pense, dans le sens où bah, il y avait déjà des petites vidéos de fête de 10 minutes sur pourquoi la génération 87 est un gâchis, et on pensait que tout se résumait à ça, peut-être. Et mmh, on n'a pas laissé la chance au projet. Et peut-être que c'est moi aussi qui l'ai mal pitché et qui n'ai pas développer assez plusieurs arguments positifs et tout ce que je voulais mettre dans le projet. Attention, hein, je mets pas la faute uniquement sur des maisons d'édition ou autres. Mais en tout cas, j'ai eu quelques refus ou quelques discussions, mais c'est jamais allé bien loin. Et lors d'une discussion avec Romain Molina, lui me met en contact avec son éditeur, qui est toujours son éditeur d'aujourd'hui d'ailleurs, Fabien Moine, de la maison d'édition Exuvie. Et on discute. Fabien me dit: «Moi, je retouche pas le bouquin». Moi, je suis assez rassuré par le fait que Romain est signé avec eux et que mmh, Nico Villas est signé avec eux aussi, oui. pour le bouquin sur Mourinho. Je t'avoue que voilà, à un moment donné, je pouvais pas non plus essuyer des tonnes de refus. J'arrive avec quelqu'un qui rémunère correctement mon travail, qui respecte ma vision du livre et avec qui on se met d'accord pour le promouvoir correctement. Et après, moi, j'ai pas de jugement de valeur sur une petite maison d'édition ou une grande maison d'édition. Ou voilà, Mmh. je On te donne la chance de publier, d'aller au bout du travail, on me donne la c'est chance de pourquoi pas. publier, on respecte mon travail, donc ça marche comme ça. Et après, ouais, Fabien a eu m'a donné quelques conseils aussi, d'une vision, lui n'est pas du monde du sport, donc il avait une vision de lecteur, Mmh, donc ça a pu aussi me permettre d'affiner 2-3 petits trucs. Mais voilà comment ça s'est fait. Et après, c'est vrai que le fait de le vendre en période covid, a pas aidé les choses. Enfin, il était programmé pour sortir en novembre, il y a eu un deuxième confinement, personne ne mmh, pouvait s'y attendre. Il a été, du coup, difficilement accessible,
en magasin, avec Mmh. toute la complexité de la situation à l'époque. Mais aucun regret, ça s'est correctement vendu et en ligne et en magasin dans les semaines et les mois qui ont suivi. Donc non, non, c'est la partie mercantile, business qui est pas ma préférée dans un OK, process, je vais pas te mentir, d'accord. Mmh. mais il faut passer par là et puis ça m'a permis aussi de comprendre l'industrie, de comprendre comment ça fonctionne et ça m'a permis d'arriver peut-être plus armé dans des discussions pour le second livre. Que Et du coup j'imaginais pas à l'époque, mais oui, ouais, logique. Mais et du coup, bonne transition, pour le second bouquin, sur le président de Reims, monsieur Caillot, heu, écrit celui-ci à 4 mains, à 6 mains. heu 6 mains? Bah, D'accord. il Oui, est oui, der parce qu'il y a il y enfin, parce que le président est a là quand oui, même. oui, d'accord. Oui, mais je veux dire, il était là pour, entre guillemets, «vous donner de la matière». Ou alors il a écrit aussi? Enfin, je peut-être que Il a ah réécrit d'accord, certaines OK. choses, il a réécrit OK. certaines choses, ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Bon, Donc bah, c'est je savais pas qu'il avait réécrit aussi, des c'est éléments, donc bel exclu et du coup, à 6 mains, comment s'est faite la connexion? Pourquoi écrire sur, ce président? Et comment on arrive à mettre en confiance, un personnage comme monsieur Caillot pour, faire un bouquin qui est quand même important pour lui, qui est son autobiographie? Beaucoup de l'histoire questions, je est sais, mais non, 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 mais l'histoire est assez drôle au final. C'est-à-dire que, moi, la promotion du premier livre venait de se terminer. Je sentais que même en termes de vente et d'intérêt, les semaines et les mois avaient commencé à passer. Donc sans dire que tu es de l'histoire ancienne, bah, forcément l'industrie, avance aussi, mmh, et hem et en fait, ça m'a manqué tout de suite. Le process d'écriture, l'envie d'écrire ma et l'envie de vraiment écrire quelque chose de plus long que des articles est rapidement réapparu. Donc j'ai phosphoré un petit peu dans ma tête en me disant: «Quel sujet n'a pas encore été abordé? Dans quel sujet justement on peut faire autre chose que du sportif et mettre aussi un peu d'humain?» et cetera. Et c'est vrai qu'à l'époque, hormis Carlo Molinari, il y avait pas beaucoup de bouquins sur les présidents. Entre-temps, bon, il y a eu celui de Jean-Pierre, il y a eu celui de Jean-Michel Aulas, il y a eu celui d'Hervé Martel aussi, donc ça s'est un petit peu développé. Mais à l'époque, il y avait pas grand-chose et moi j'habite Reims. Jean-Pierre, je le connaissais juste de nom, je ne l'avais jamais rencontré. mmh, Et donc je me dis: «Mais je veux me faciliter aussi la vie», dans le sens où, je sais ce que ça demande en termes d'implication et d'exigence d'écrire un livre, avec le recul, donc je veux plus quand même mettre entre guillemets «ma vie de côté» pendant 2 ans. mmh, Donc je me dis: «Un sujet local, pourquoi pas?» Stade de Reims, bon, il y a des choses à dire forcément, mais l'histoire du Stade de Reims déjà écrite, les gens la connaissent, sur quoi tu peux avoir une exclue? Je sais pas. Et je me dis: «Beh, pourquoi pas, le président?» Je commence à regarder un petit peu, je fais quelques recherches, je lis son histoire personnelle un petit peu, je lis son histoire, entrepreneuriale aussi et je me dis: «Là, il y a peut-être un truc à faire» parce que justement ça il fait partie des derniers présidents locaux, à tenir un club. Il est là depuis très longtemps. Ça allait quasiment faire 20 ans qu'il était à la tête du Stade de Reims. Bon, là, maintenant, ça fait plus de 20 ans, mmh. en 2021, ça faisait, je sais plus, 18 ou 19. Je me dis: «Il y a un truc. Il y a peut-être un truc». J'appelle un ami à moi, donc Julien Lampin, qui est journaliste ici depuis une quinzaine d'années et donc qui est un peu plus implanté dans le métier, dans les relations que moi. Je lui pose la question sur la thématique, il me dit bah en vrai, bonne idée. Et moi je savais que j'allais lui demander de le coécrire parce que je le connais bien, parce que j'avais envie de faire ça avec lui, parce que je savais que qu'on ferait quelque chose de bien, que lui apporterait des éléments que moi je pouvais pas forcément avoir et un regard que je pouvais pas forcément avoir sur l'histoire du Stade de Reims. Moi je suis arrivé à Reims depuis moins longtemps que lui. Donc lui, il Mmh. a plus l'historique. Et lui avait le contact de Jean-Pierre, donc je lui ai dit, bah écoute, réfléchis. Il me dit pas oui tout de suite, hein, Oui, oui. le saligo, il réfléchit un peu quand même, il me laisse marronner.
Et quelques jours après, on se rappelle, il me dit: «Bon, on va voir un peu». Donc je sens que j'ai titillé en Il lui t'a un petit pris, truc ouais. aussi. Et il me dit: «Bah, écoute, j'appelle Jean-Pierre». Bon, j'étais pas et il appelle Jean-Pierre, et Jean-Pierre nous dit: «Bah, venez au centre de vie, dans 3 jours». Et c'est vrai que lui n'avait pas de relation privilégiée avec Jean-Pierre. Lui est journaliste à Reims, donc il l'a croisé sur des conférences de presse, il le connaît, de vue à peine à l'époque. Donc vraiment, on arrive au centre de vie et lui, pour ses raisons professionnelles, connaît un petit peu le responsable communication, Benjamin Parot, qui était là au rendez-vous aussi et que j'embrasse parce que c'est devenu quelqu'un de proche depuis. Donc on fait une réunion tous les 4 et Jean-Pierre est à l'autre bout de la table et il dit: «Bah, écoutez, ça commence comme ça», tu vois? Il dit: «Je vous écoute». Tu vois? En tant que businessman, tu vois? C'est Ah oui. vraiment il est dans sa casquette de businessman. Et moi je lui explique, je lui dis: «Bah, voilà, moi j'ai écrit ça», je lui ai ramené un exemplaire du bouquin. Lui, voilà, moi j'ai imaginé ça, Julien fait partie du truc parce que on se complète bien et puis on s'entendait bien depuis c'est un ami Mmh. je savais que ça pouvait marcher. Et donc on pitch le truc pendant 10 minutes, et Jean-Pierre pose pas une question. Et au bout d'un moment, je crois qu'il a posé 3 questions, donc ça a duré une petite demi-heure. Il a dû poser 2 ou 3 questions. Il a dû nous La première c'était, «Mais ça va intéresser qui?» Et en fait, on lui dit: «Mais je crois que Je me rendais pas compte du vous vous rendez personnage. pas compte, vous vous Mmh. rendez pas compte». Donc on essaye d'avancer nos arguments et cetera, et puis, la réunion se termine, on se tape dans la main, on dit: «Beh, allez, banco, on y va». Et voilà, et ça s'est fait comme ça et j'ai pas d'explication, autre que, je pense qu'il en avait envie ou en tout cas que l'appel et le rendez-vous a déclenché son envie et Mmh. a, éliminé ses freins de: «Mais est-ce que ça va se vendre? Comment ça fonctionne? Et qui ça peut intéresser?» Je pense que Benjamin Parot, a joué un petit rôle de VRP là-dedans et il a dû mettre le président en confiance, sur, qui on était et sur la Mmh. façon dont on travaillait aussi. Et puis en fait, bah, on s'est revus 2-3 jours après. Lui avait déjà fini le bouquin, 1987. D'accord. Il m'a dit: «Bah, en vrai, ça a fini de me convaincre, donc trop cool». Et on a mis en place, une façon de travailler, enfin qui a marché pendant plus d'1 an où voilà, on a exploré, toute la vie et toutes les 60 premières années de Jean-Pierre, de son enfance jusqu'à la coupe d'Europe, qui est arrivée à Reims, timidement, mais qui est arrivée, à la fin de la saison covid. Donc on s'est à peu près arrêté là. Ouais, on s'est arrêté, on n'a pas pu aller au bout de la saison, qui était en cours, mais voilà, les 60 ans de Jean-Pierre et ses 20 ans à la tête du Stade de Reims, tout est dans le livre, découpé quand même un peu plus, un côté entrepreneurial pur, Mmh. où il revient, sur, sur sa success story économique, hein, on va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui a depuis revendu sa boîte d'ailleurs. Mmh. Et puis, ce qu'on peut aussi appeler sa success story en tant que dirigeant, parce que quand il reprend entre le moment où il reprend le club et là, le moment où on se parle, début janvier et où Emmanuel Agbadou va être vendu 20 millions en première ligue, bon, voilà, Mmh. il a développé le club quand même. Donc, Il a bien développé le club et si on met la focale sur le foot, s'il vend, son joueur, il a déjà baqué, la succession et voilà, tout ce qu'il a mis en place, qui est expliqué dans le bouquin, c'est voilà, c'est un exemple de, on va dire, gestion saine, et on va dire, dynamique mmh et de la gestion sportive. et ce qui est très cool, il y a 2 choses que vraiment je trouve très cool dans le livre et là encore je suis friand de ton avis, Mmh, à la fin du petit entretien, mais je trouve que déjà lui a joué le jeu de A à Z, c'est-à-dire qu'il nous a ouvert les portes, du club, il nous a ouvert les portes de sa société, il nous a ouvert ses propres portes chez lui jusqu'à nous montrer sa collection de maillots ah et oui, tout ce qui d'accord. peut ouais, ouais, ouais.
On a vraiment joué le jeu, jusqu'au bout et il nous a montré justement tout bah, en fait, là, quand on était dans son petit musée, c'est plus Jean-Pierre Caillot, président des Transports Caillot, c'est plus Jean-Pierre Caillot, président, du Stade de Reims. C'est C'est Jean-Pierre, Jean-Pierre. Maxime et Julien, les 3 fans de foot qui discutent dans un environnement Mmh. rempli de petits objets de collection, des fanions, des maillots, des trucs, des dédicaces, des et c'est juste 3 mecs qui ont la même passion et qui discutent de ça. Tu retrouvais le Et Jean-Pierre, numéro 9 de la cour d'école, c'est ça? c'est et fan de Carlos Bianchi. C'est ça. Exactement. Non, là vraiment et non, lui a toujours joué le jeu à ce niveau-là, et il s'est montré aussi sans carapace, Mmh. à de nombreuses reprises et j'espère que ça se ressent dans le livre et la deuxième chose que je trouve, très cool dans le bouquin, c'est que du coup, vu qu'il est là depuis 20 ans, pour ceux qui ne vont aller chercher que du foot dans le bouquin, Ouais, c'est pas il nous a raconté véritablement, tout ce qui peut se passer dans un club de foot en 2003 jusqu'à ce qui se passe, dans un club de foot en 2020. Des, alors pas des magouilles de transfert, mais des transferts un peu délirants, comme quand le club ukrainien veut le payer en magnum de champagne un joueur, à la façon dont il a eu enfin lui et ses associés évidemment, de de rendre le club plus efficient en matière administratif, en matière sportive, en matière de recrutement, tout ce qui a pu se mettre en place pour que justement un club qui était en national à l'époque soit aujourd'hui l'un des précurseurs en termes de recrutement, en termes de filière de recrutement, en termes de post-formation, etc. Tout est expliqué, je trouve assez pédagogiquement par lui, sans tirer la couverture uniquement à lui, parce qu'il au y a la contraire, ouais. valorisation de beaucoup de personnes qui ont permis au Stade de Reims d'être le Stade de Reims qu'il est aujourd'hui. Mmh. Et du coup, il a aussi rendu des hommages. Et quand il a eu des différends avec certains, il l'a Classe, en pas fait. caché non plus Mmh. dans le livre. Donc c'est vraiment 100% lui. Et merci à Hugo Sport d'ailleurs, Mmh. parce que eux n'ont jamais dit attention, cette phrase-là, elle est un petit peu clash par rapport à tel ou tel personnage, on va peut-être pas le faire. Respect, ils ont jusqu'au bout, bah, là encore, respecté la parole de Jean-Pierre. Donc je pense qu'au final, ça donne un joli aperçu de ce qu'est un club en 2020 et de comment on a pu construire, enfin, comment le foot a changé aussi, entre Mmh. la façon de le gérer dans les années 2000 avec la gestion un peu à papa de Tout à ces fait. entrepreneurs locaux qui étaient quand même des passionnés, et qui étaient Mmh. là plutôt plus par la passion que pour le business. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, il faut faire du business autour des clubs. Et ouais, non, mais c'est ça et dans l'avis du bouquin que j'en ai, comme je t'avais dit, hein, moi, Monsieur Caillot, moi, j'avais l'image un peu, du personnage assez clivant, on va dire ça Mm. comme ça. Mais, en fait, quand tu lis le bouquin, tu te dis: «Mais c'est pas possible, en fait, c'est pas le personnage» et tu as l'impression qu'il se donne entre guillemets un rôle. Tu as le rôle, le président, où il faut que j'ai ma stature, ma posture et il Mm. faut que je fasse mon boss, Mm. voilà et la personne qui est décrite dans l'ouvrage, tu te dis: «Mais en fait, c'est pas la même personne, quoi». Tu limite, c'est un peu schizophrénique le le personnage. Donc ça, c'est très bien. Ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, comme pour, 1987 Génération Sacrifiée, le côté humain, il est passé tout en haut de la pile. On voit que c'est quelqu'un qui a un sens il a un sixième sens pour sentir les bons coups et là où il faut y aller. Et Ouais. c'est ouf en fait, que tu te dis, en fait, il y a des choses que tu peux apprendre, tu peux faire des études que tu veux, mais il y a des choses que c'est de l'inné comme au foot en fait. C'est soit tu as le talent, soit tu l'as pas et ça s'achète pas, ça s'apprend pas en fait. Donc ça, c'est hyper important. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté, management, l'opiniâtreté qu'il a eu, parce que le mec, faut y aller, et au niveau, on va dire la passerelle qui est entre son business, qui est basé sur, l'optimisation, le lean, le ce que tu veux, il l'a transposé dans sa structure et Mm. dans son club et là, c'est, masterclass et c'est le complément idéal
au Club des 5 qui a été fait par son DG Ouais, sur Mathieu, les la arcanes. cour. Voilà, c'est ça, ouais. Tu lis tu prends ça, ouais, c'est le complément idéal. Tu dépends comme tu veux. Toi, tu lis le bouquin avant, toi, tu regardes la vidéo après. Mais Mais c'est parfait. pour le coup, je pense que ça peut plaire à ceux qui ont aimé L'importance et les 3 points Mmh, de Fabrice Bocquet, c'est ça. qui n'a pas le regard d'un président, parce que Mmh, du coup, là, enfin, il explique, enfin, Jean-Pierre explique dans le livre quand même que c'est ses deniers personnels qui sont en jeu à un ouais. moment donné. À un moment donné, faut pas déconner. C'est qu'à un moment donné, quand il a un problème économique, Et la petite avec le club, anecdote il a un problème économique personnellement aussi, tu et vois. la petite anecdote aussi quand il dit à son épouse, on va attendre pour, on va attendre un peu pour j'ai quelques ronds j'ai un petit trou à combler là dans le résultat, donc on attendra un peu pour les petits projets perso, et c'est là aussi où tu te rends compte aussi, c'est dans la vie de tous les jours. Ouais. Si tu veux avancer, si tu as pas une personne fiable à côté de toi, qui te porte, qui te booste et qui valide, tout ce que tu fais, tu vas pas très loin en fait. Mais il la monte en très, très grande estime. J'espère que ça s'est Ah mais ça se retransmis, ressent et c'est ce qui m'a beaucoup plu parce que, on le dit souvent, il faut derrière, chaque grand homme, tu as une grande femme, mais là, c'est pas derrière, c'est à côté. ah oui, oui, Donc mmh, et ouais, non, c'est en fait, moi, là où j'étais content aussi, de à la finalité, en le relisant ou en reparcourant des pages, c'est que je me suis dit: «Quelqu'un qui ne connaît pas ou qui connaît mal Jean-Pierre va découvrir qui est le vrai Jean-Pierre derrière la mmh, carapace». Le côté, bonhomie, le côté, loyal, fidèle, hem et effectivement, forcément, moi aussi, de temps en temps, j'observe des interventions et hem et on voit qu'il y a une ambivalence et une dualité entre le personnage public et le personnage privé et je pense qu'il s'en cache pas non plus dans le livre, mmh, d'être obligé d'avoir une carapace et d'en imposer. Mais ça l'empêche pas et j'en ai fait, enfin, j'en ai des exemples personnels pour le coup, d'être quelqu'un de fiable, qui n'a qu'une parole et qui est d'une grande générosité, au privé. Et ça, malheureusement, quand tu ne le côtoies pas un petit peu ah, tu peux pas le et savoir. Mmh, tu ne peux pas le savoir. Tu n'as que ce qu'il dit sur RMC ou que le compte de résultats à la fin de l'année de la DNCG pour les supporters. Et effectivement, c'est parfois, je trouve, c'est une idée perso, mais que il y a beaucoup de sifflets dans les travées de Delaune. On va peut-être me taxer tu vois, de pro-Caillot, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de sifflets dans les travées de Delaune qui ne sont pas mérités, eu égard à tout ce qu'il a sacrifié et puis la au trajectoire. au nœud à l'estomac qu'il s'est fait, beaucoup, enfin, très, très, très régulièrement pour ce club-là. Les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment le club de sa vie et que s'il se passait une dinguerie pour le Stade de Reims, ça affecterait immensément le président, à l'inverse d'autres présidents de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui, si demain un club coule, va en trouver un autre, quoi. Ouais. Là, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Et justement, je vais te poser une question qui est peut-être un peu clivante et voilà. Dans le bouquin, il dit, à un moment donné, il rentre un peu dans les instances pour être le porte-voix des petits clubs, et tout ça. C'était l'objectif, très louable qu'il avait, initialement. J'ai du mal, moi, à percevoir, on va dire ce côté porte-voix, quand on voit comment il arrive à porter le deal, CVC qui, à mon sens, businessment parlant, est tout sauf, équitable et bien dealé. Ouais. Alors, ce qui est drôle, alors j'invite effectivement ceux, qui ont le livre, parce que la préface est écrite par Vincent Labrune. Mmh, Et c'est vrai que eux, forment un binôme, voire un trio avec Nicolas. Nicolas.
depuis plusieurs années. Enfin, on cite ces trois-là, mais on pourrait aussi citer River de Nice. Enfin, il y a plusieurs personnages forts autour du football français qui se sont dégagés, en Mmh. tout cas en Ligue 1, depuis des années autour du projet Vincent Labrune, incarné en tout cas Mmh. par Vincent Labrune. Et c'est vrai que à un moment donné, on va pas se le cacher, le foot français va moins bien économiquement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et moi, le premier, je serais à te dire que la bulle a éclaté pour le foot français Mmh. et que beaucoup de clubs n'ont pas réussi à capitaliser sur l'argent qui a transité dans le foot français depuis des années. Je pense que la ligue n'a pas tout bien fait, évidemment, que les clubs auraient pu, avec l'argent qu'ils ont, enfin, les clubs, attention, hein, je fais une généralité, mais tous n'ont pas eu ce luxe-là, mais qu'il y a eu parfois beaucoup d'argent dans certains clubs et qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, ces mêmes clubs sont en danger, alors que vraiment il y a eu des vraies sommes pour investir, pour développer une politique sportive et que en fait non, on s'est il y avait une sorte de complaisance de se Mmh. dire: «Il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours de l'argent, ça va pas tomber, au pire l'État va compenser» et cetera. Et en fait, on se rend compte que non. Et il y a certains clubs qui sont malades aujourd'hui. Mmh. Montpellier en est un. Mmh. Le Stade de Reims n'en est pas un. Et en ça, je pense quand même que, hem, sans être dans le secret du des de ces réunions-là, hem, je pense quand même qu'il défend tout le monde. Qui défend forcément le projet de Vincent Labrune, parce qu'ils sont associés dans ce projet-là. Mmh. Donc forcément, il l'a quand même un petit peu remise en cause, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, en août, j'ai plus la déclaration exacte, mais il est revenu sur certains propos. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont conscients d'avoir fait une connerie, sur le deal CVC ou en tout Mmh. cas peut-être sur la répartition, sur DAZN, et que publiquement ils peuvent pas revenir, sur ça. Mmh. Mais je pense qu'en privé, le discours est peut-être pas le même. D'accord, ouais, donc on retombe dans le, On discours retombe dans la public dualité, et voilà, ouais. forcément. Mmh Et et puis il y puis, a le côté loyauté aussi, je pense, qui rentre en compte, comme c'est quelqu'un de très loyal, et la relation qu'il a avec, Vincent Labrune, elle est assez forte quand on lit le bouquin. Ah, je pense pas que ça va être le genre de mec à aller savonner la planche ou voilà. je pour l'avoir côtoyé avec proximité, pas une proximité extrême non plus, Mmh. mais on se voyait, plusieurs fois par mois pendant 1 an et demi. C'est quelqu'un de loyal. Je l'ai jamais vu, manquer à sa parole ou trahir quelqu'un. Mmh. Voilà. Oh, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux, juste pour, clôturer le chapitre, Caillot, l'autobiographie, heu, comment vous êtes répartis les rôles? Tu as un peu évoqué le sujet avec Julien, sur le côté historique et le Mmh. côté, voilà, derrière, comment s'est fait la connexion avec Hugo? Est-ce que c'était un démarchage, entre guillemets, plus large et après c'est Hugo qui a dit «go» entre guillemets? Ou est-ce que, c'est une connexion qui était déjà entre guillemets, «baquée» et vous êtes arrivé avec le produit fini? On non, au moment, alors pour revenir, sur le process, Mmh. il y avait des choses dont on avait avec Julien de la matière. C'est-à-dire les 10-15 dernières années du Stade de Reims, c'est assez facile de trouver, ce qui s'est passé, les effectifs, les transferts, les départs, les résultats, les entraîneurs, retrouver des coupures de presse. C'est assez simple d'avoir de la matière sportive Mmh. sur ce qui est public. La chance qu'on a eue, c'est que très rapidement, et ça on le doit à madame Caillot, elle fait un travail depuis que Jean-Pierre est président et légèrement avant, de découpage de toutes les coupures, de journaux, de tout ce qui a pu se passer de plus ou moins proche du Stade de Reims, année par année, Ah oui. depuis la présidence. Donc même pour Jean-Pierre,
en refeuilletant ensemble l'ensemble de ces 20 gros bouquins comme ça, on se refaisait le fil des saisons, de ce qui était public, et Jean-Pierre nous apportait ce qui était privé, entre D'accord. guillemets, enfin, ce qui n'était pas Ouais, privé, mais en tout cas, pas publié, quoi. pas publié, Mmh. on va dire les petits secrets derrière les transferts, Mmh. ou les petites histoires derrière, les résultats, ce qui s'est réellement passé avec un entraîneur, avec, telle Mmh. équipe, bref, toutes les anecdotes qu'on ne retrouve pas dans l'équipe, dans l'union, presse quotidienne régionale, et cetera. Jean-Pierre les a. Et en fait, c'est à la relecture de tout ça, il nous a dit: «Ah oui, mais je me souviens, alors lui, tel adversaire, il était trop fort, tel, lui, on avait voulu le recruter» et cetera. Bref, Mmh. ça a permis pour lui de se refaire un petit peu toute sa vie de président. Et puis pour la partie, purement, entrepreneuriale et jeunesse, c'est lui qui nous a apporté toute la matière. On a commencé par justement avoir de longs entretiens avec lui, donc lui se mettait off, des demi-journées, et nous aussi, du coup. Enfin, moi, je m'arrangeais avec mon Mmh. taf, enfin, concrètement, je posais des Et jours. tu ouais. Mes jours de congé me servaient à l'époque à aller voir Jean-Pierre. Et on faisait comme ça des longs échanges de 2, 3 heures qu'on retranscrivait ensuite, avec Julien en rentrant pour avoir de la matière brute. Et en fait, vu que le bouquin est écrit à la première personne, parce que c'est Jean-Pierre qui parle, nous, on retranscrivait ces dires, on les remettait, en pages, on les remettait chronologiquement dans l'ordre, on retravaillait un petit peu le style. Et une fois que ce premier travail d'écriture était fait, et que le découpage par chapitre évidemment Mmh. était fait aussi, on envoyait à Jean-Pierre. Jean-Pierre, sur son ordinateur, sur Word, petite correction, réécrivait un petit truc, nous rajoutait une blague. C'est pour ça que je disais qu'il était écrit à 6 mains. D'accord, OK. C'est parce que, chaque mot chaque mot a été relu, retravaillé et discuté ensemble. Il avait forcément pas le temps de tout écrire. Mmh. Donc et puis, stylistiquement parlant, on était aussi là pour ça avec Julien, pour le rendre le plus accessible possible pour les gens et le plus facile à lire. Mais lui nous rajoutait des petites choses et on a retravaillé comme ça, tous les chapitres les uns après les autres, que ce soit les chapitres, entreprises ou comme les chapitres, foot. Et quand on rencontre Hugo, on a un tiers du bouquin, je dirais. On a un tiers du bouquin. C'est les premiers qu'on a contactés. D'accord. C'était à l'époque, Bertrand Pirel, qui était encore chez Hugo, qui s'est déplacé, pour, te donner les anecdotes jusqu'au bout, qui s'est déplacé à Reims, avec, un de ses collaborateurs. Petite visite du centre, Raymond Kopa, tous ensemble, avec Julien, Sympa. Jean-Pierre, et les 2 salariés d'Hugo. Et puis après, on a discuté ensemble, de la façon dont on voyait les choses. Eux, Hugo, et nous, en tant que constructeurs de ce projet-là. Et en fait, ça a été assez naturellement qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même vision des choses, que nos volontés, étaient acceptées de la part d'Hugo, qui, bah, voilà, on s'est mis d'accord sur, Jean-Pierre voulait pas toucher d'argent sur le livre et donc à, rebasculer, ça sur une association, locale, donc Mmh. ça, c'est pareil, ça a été discuté dès le départ, de ces petites clés de «financières» entre guillemets, de répartition entre Julien, moi, Jean-Pierre, et de ce qu'on voulait faire de l'argent, qui était, justement, enfin qui découlait de la vente. Et c'était très cool parce que pour aller au bout de la relation avec Hugo, qui est encore, aujourd'hui, mon éditeur sur certains projets, hem, on a pu, cette fois-ci, avoir des vrais séances de dédicace. Ce que j'ai D'accord. pas pu avoir pour le premier, Mmh. qui ont été annulés parce que Covid, Covid ouais. et Fnac fermé et cetera. On a pu l'avoir en local ici. Je crois qu'il y en a eu 6 ou 7, à Reims. Et ça, c'est une folie. Ça par contre, c'est un moment, pour je souhaite à chaque auteur de vivre ça une fois.
sincèrement. D'accord. Et Hugo a été, justement à jouer le jeu, grâce, je voudrais pas me tromper dans son prénom, je crois que c'est Olivia, qui gère les relations, presse et qui déclenche un petit peu tout ça avec les Fnac Mmh. et avec les grandes librairies ou en tout cas les endroits où on peut nous s'installer une après-midi pour venir discuter avec les gens et hem et ça c'est pareil, Jean-Pierre nous a toujours dit, pas question qu'une séance de dédicace, je la fasse «seul» entre guillemets ou que voilà, Mmh. on l'a fait à 3, on va le Oui, à 3. promouvoir à 3. Mmh. On a fait des émissions à 3, bon, en fonction des dispos de chacun Oui, évidemment, oui. mais on a parlé d'une seule voix à chaque fois, du début à la fin et quand je D'accord. dis la fin, ça va au-delà de la sortie du livre, c'est aussi la promotion et même encore jusqu'à maintenant, quand on parle du projet, on en parle tous les 3 et j'ai trouvé ça très chouette de sa part parce qu'il est pas obligé. D'habitude, il y a plein de journalistes qui écrivent, des autobios avec des sportifs ou avec des personnalités et qui ne sont absolument pas inclus dans Ouais, le ouais, non, c'est processus, très un peu ingrat quand même, je trouve, cette façon de faire, de pas mettre aussi la lumière sur, celles et ceux qui ont contribué de manière, ouais. Alors après importante à ça, quoi, tu vois? C'est pas c'est peut-être des choix aussi de la part des journalistes, tu vois? ouah, Mmh, pas sûr. Enfin, je pense pas que for enfin, pas tu tout me le temps. tu penses que à ton avis, le mec, il a bûché pendant X temps, des soirs et des nuits blanches pour au final, j Sans «Non doute pas merci, tout ça le temps. ira», tu vois? Sans doute pas tout le temps, mais en l'occurrence, on souhaitait pas particulièrement être exposés parce que c'est la Mmh. vie de Jean-Pierre et c'est, au final les mots de Jean-Pierre, et ce n'est que lui, enfin, ce n'est que lui. C'est son histoire à lui et nous, on a juste retranscrit avec lui, tout ça et on a fabriqué ça à 3 mais ça reste quand même sa vie et c'est de lui dont il est question. Mais lui a toujours tenu à ce qu'on soit impliqué, dans tout ça et merci parce qu'on s'y attendait pas forcément, on l'a pas réclamé et c'est venu naturellement de sa part donc c'est aussi une belle preuve de confiance et de respect mutuel d'aller au bout de la démarche tous les 3. Donc voilà, Et très cool. quand on a fini le bouquin, ce que tu viens de dire, on n'est pas surpris parce que on est dans la lignée du côté, on va dire, humain et il s'est entre guillemets, on va dire, ouais, renvoyer l'ascenseur parce que vous êtes venu lui donner, l'opportunité de laisser une trace, concrète, Ouais. écrite de son existence et puis, ben, du coup, ça permet d'être entre guillemets, c'est une forme de reconnaissance, je le prends Ouais comme ça. Ouais. et je sais qu'on lui avait proposé plusieurs fois, avant et qu'il a toujours refusé. Donc D'accord. Ah ouais, donc ça donne encore plus de valeur au pitch. Bien joué. ouais, c'est non, mais voilà, c'est aussi Mmh. très cool, et je sais que du coup, ouais, ça il y a 2-3 journalistes collègues de Julien, qui enfin collègues, pas collègues, mais par Oui, des rédactions, d'autres rédactions, tu vois? D'autres médias qui ont râlé un peu. hein, c'est un peu marronné, quoi. Ah C'est un peu et comme, vous êtes un peu les Zach Nani de du foot qui arrivent à avoir, Longoria et dans à mon avis, dans les rédactions, ça a dû marronner et en se disant: «Putain, pourquoi pas moi, quoi?» Mais tu vois, quand on disait tout à l'heure que moi j'avais le détachement pour le premier livre, Mmh. et que j'étais affilié à personne et que ça nous avait, sans doute, ouvert des portes. Moi, à l'époque, j'avais pas mon poste de journaliste, ici, donc j'étais pas affilié à une quelconque rédaction. Julien était affilié à sa rédaction, historique qui est, RJR, donc Radio Jeune Reims. Hem et je pense que ça nous a aidés par rapport à d'autres institutions, plus ancrées territorialement, de ne pas être, justement trop de ne pas le connaître trop au début. Parce D'accord. que justement, je pense que sur ce type de projet, il faut qu'il y ait une distance pour que la Mmh. personne puisse se livrer, et en l'occurrence avec nous, il pouvait le faire. Nickel, très bien et du coup, heu, on dit jamais 203? La suite? La suite, bah, entre-temps, moi, il y a d'autres, alors c'est pas des livres à proprement parler, mais il y a eu l'agenda scolaire, foot d'Hugo qui est Mmh. sorti, 2024-2025,
bah, du coup en juin 2024, sur lequel j'ai travaillé. Je pense que c'est une exclue, sans être une exclue, mais on va prolonger le partenariat et le travail sur un agenda 100% Coupe du Monde qui va sortir en juin 2025. D'accord. Donc c'est des travaux et des exercices différents. Mmh. C'est pas des livres à proprement parler, évidemment, mais c'est des objets qui, moi, en tout cas, m'ont Sympa, plu ouais. à faire parce que ça apporte. En fait, c'est toujours ça, c'est de démocratiser un peu les choses et on s'adresse là à des 10-15 ans et le fait d'agrémenter chaque jour d'une petite anecdote ou une petite info foot qui va peut-être leur donner envie de creuser le sujet et qui va peut-être leur donner envie de se refaire un match ou d'ouvrir un Mmh. bouquin bah, je trouve que l'idée est cool et moi j'aurais aimé, même si ça se faisait déjà à l'époque, c'est en tout cas je les crée et on les crée avec Donovan du Go Sport comme on aurait voulu les lire il y a Oui. maintenant 20 ans, quand on était adolescent. Donc ouais, non, très cool. Et puis bouquin à proprement parler, bah, je sais, enfin c'est, ouais, on peut dire que c'est une exclue parce que j'ai pas encore communiqué dessus et on est à l'état on est dans les débuts. Mais ouais, j'ai quelque chose en tête et j'aimerais beaucoup le réaliser dans les prochains mois. Pour le moment, je l'ai travaillé uniquement moi et avec un associé parce qu'on imagine le livre plutôt, enfin, avec un côté graphique qui irait avec le sujet. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup, et je travaille à ça depuis quelques semaines et quelques mois, sortir un joli livre autour de la Ligue 1 et je dirais des 25 dernières années de Ligue 1. Pas tant comme il a pu déjà en sortir, dans le sens, c'est pas l'idée de faire une review, une rétro des grands classiques de ce qu'on a lu, de l'hégémonie lyonnaise. Mmh. Évidemment, on le sait, et l'idée n'est pas de revenir sur les résultats purs des 25 dernières années, mais l'idée c'est je trouve que le produit Ligue 1 est, même par les décideurs, un peu désavoué ces derniers mois et n'est plus assez mis en valeur. Et pour avoir grandi dans ces années-là, et je pense toi aussi, moi j'ai grandi avec d'immenses histoires que les gens ont oubliées, que les gens ne connaissent pas, des rivalités, des grandes épopées, des grands joueurs, des grands matchs, des thématiques un peu plus légères, des théories du complot qui ont Mmh. émergé à certains moments autour du football français et de la Ligue 1. Et je pense que pour le vendre mieux, il ne faut pas se couper de son passé. Et c'est, à mon sens, pas assez mis en avant, ni par les clubs, ni par les institutions. Et donc, modestement, on va essayer de faire ce boulot-là, un peu historique, de montrer aux nouvelles générations, c'est ça la Ligue 1. Et aujourd'hui, s'il y a une rivalité entre tel club et tel club, c'est parce que ce match-là. Et si vous entendez un jour votre père parler de Marwan Chamakh, c'est parce que à ce moment-là, il a fait ça. Et si vous lisez mais qui est Shaban Inonda et pourquoi on le compare aujourd'hui à des immenses joueurs alors qu'on le connaît pas? Mais c'est parce que à ce moment-là, José Carl-Pierre Fanfan lui a démonté la jambe alors qu'il était ultra fort. Et en fait, on va essayer, enfin, je vais essayer, parce que je suis tout seul à l'écriture, de, de raconter les 25 dernières années de Ligue 1 de Mmh. façon drôle, punchy, touchante, avec les acteurs. Euh, et je pense que ouais, c'est en cours de cheminement. On va essayer de faire ça proprement pour rendre vraiment hommage. Et puis pour que ce soit un produit d'appel aussi, parce que en l'occurrence, on parlait un petit peu des droits télé, du fait de moins aimer le foot. C'est des thématiques qui sont actuelles. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que pour aimer regarder et aimer allumer sa télé, comme pour dater le podcast, hier soir, j'ai allumé ma télé, il y avait Nice-Rennes, et j'ai regardé Nice-Rennes. J'ai regardé Nice-Rennes parce que Sampaoli
parce que je voulais voir ce que ça allait donner, parce que c'était peut-être le dernier match de la carrière de Steve Mandanda, Mmh. parce que... Et toutes ces histoires-là, aujourd'hui, elles sont pas mises en avant. Et je trouve ça dommage. Et on va essayer de faire un beau bouquin hommage. Voilà. Ah Je sais pas beh, s'il est bien pitché, mais en tout cas, voilà ce qu'on va essayer de faire graphiquement et surtout avec sans se prendre au sérieux, mais en racontant des belles histoires, en thématisant ça de façon assez drôle et assez sexy pour et attirer, je dirais les trentenaires quadras qui l'ont vécu et mmh. qui auront envie de se replonger dans ces années-là, et pour à la fois aussi exciter les plus jeunes générations qui ne l'auront pas connu et qui auront peut-être envie de découvrir ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps en arrière. En tout cas, moi, je suis plus qu'hypé. Je veux du Mans, je veux de la chenille, guingampèse ou sochalienne, je veux tout ça. Et voilà. Voilà, non mais tu mets exactement le doigt sur ce dont j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je vais pas faire un... Évidemment qu'il y aura du Ibrahimovic dedans. Évidemment, Oui. il y aura du Kylian Mbappé un petit peu, etc. Mais l'objectif, c'est que chaque supporter de club en France puisse retrouver sur une page ou sur un chapitre quelque chose qui lui parle concrètement. Mmh. Les clubs corses, qu'on ne voit plus en Ligue 1 aujourd'hui, mais qui étaient historiques André, et qui étaient ancrés dans notre Ligue 1 à un moment donné. Les clubs qui ont disparu, comme Sedan, comme Sochaux, comme Nancy, mmh, les anciens présidents. On parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Caillot, qui est l'un des derniers présidents historiques, mais Roussillon. Roussillon, Gervais Martel, Jean-Michel Aulas, tous ces Michel Sédou, tous ces mecs-là qui étaient là il y a quelques années. J'ai perdu celui de... Mince, le Bordelais. Euh, Ah, quand il jouait avec les lunettes là, je l'ai aussi. Bref, Bon, on va trouver. Attends. ça me reviendra. Mais Ouais. tous ces mecs-là, les coachs qui sont passés, Trio, excuse-moi. Jean-Louis Trio, Voilà. exactement. Et en fait, pour te dire là où j'en suis, c'est que j'ai créé ma base de données Mmh. avec tous les présidents, tous les coachs qui ont passé ne serait-ce qu'un match sur le banc depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, tous les capitaines, les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. Alors, j'ai pas. Si Opta nous écoute, vraiment, facilitez-moi la vie. Venez, on s'envoie un DM et on travaille ensemble. Parce que j'ai passé des jours et des nuits à faire ça. Mais voilà, je veux que la saison où Marseille a 5 coachs, que les gens se rappellent de cette saison horrible où Marseille a eu 5 coachs, parce que personne n'a jamais eu 5 coachs dans une saison. Mmh. Je veux que les jeunes connaissent le Montpellier Marseille 4-0-5-4. Ouais. Je Avec veux Courbis à la mi-temps que qui te dit «T'inquiète, ça va le faire». Courbis à Voilà. la mi-temps qui a déjà vu la fin du match. Je veux que les gens comprennent pourquoi aujourd'hui encore les Marseillais ont du mal à comprendre ce qui a pu se passer entre Bordeaux et Paris avec ce but de Fahim à la 93e minute qui enlève le titre à Marseille et qui donne le titre à Bordeaux. Mais à la fois, parce que là on parle des grosses communautés, je veux que le supporter du Mans qui a plus son équipe puisse se rappeler de l'époque où il y avait Daisuke Matsui, où il y avait Marco Baccia, où il y avait Tullio Johan De Pelé, Melo, Tullio de Melo. Cessignon, Coutador, compagnie. Waouh. Voilà, si on ça va, on va partir trop loin. Et en fait, voilà, l'idée c'est du supporter du PSG au supporter d'Arles-Avignon ou de Boulogne ou de Sedan, où vous aurez un bout dommage parce que vous avez fait partie de notre championnat et vous avez permis à ce qu'aujourd'hui, il y ait une économie autour du Mmh, foot français qui fasse que c'est devenu un vrai business. Mais sans Frédéric Ney, sans Pierre-Yves André, sans Chaban Inonda, sans Flavio Roma, je peux t'en name mmh. dropper 500, mais il n'y aurait pas ce qu'on a là aujourd'hui. Et, et je pense que ça mérite d'être traité avec respect et avec humour et humanité. Et c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on lance un appel à tous les éditeurs. Alors, j'ai pas fait cette démarche-là Mais encore. je le Je te fais moi à demande ta place, je le fais à ta place. Je fais ton porte-voix. Heu, Offrez-nous l'opportunité d'avoir ce banger, dans les «bacs» entre guillemets. C'est vraiment le type de produit qui va bien et qui permettrait de un peu réconcilier les amateurs du ballon rond, qu'ils soient jeunes, moins jeunes,
avec, Mmh. tout un peu l'ambiance qu'on est en train de traverser et c'est juste, à mon avis, un must have enfin, offrez-le nous, quoi. Il faut qu'on y aille, que ça se concrétise et qu'on puisse, se remémorer ces belles époques et pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où l'on vient. Donc C'est un peu ça. voilà, c'est ça. Et la dernière chose, parce que là, c'est très long et après promis j'arrête, je lâche le micro, je le rends et on me coupe le truc. Mais, il y a derrière cette démarche-là, il y a aussi l'idée de et ça m'a suivi sur les 2 premiers et ça me suivra encore sur les prochains si j'ai l'occasion d'aller au bout de d'autres projets. C'est à la fois de démocratiser la lecture parce que j'ai reçu sur le premier livre des commentaires du style c'est le premier livre que j'achète. Tu m'as fait ouvrir un livre. J'ai adoré l'expérience de lire et alors que je consommais uniquement soit Insta, alors TikTok était pas présent à l'époque, mais en tout cas du contenu un petit peu fast-food sur les réseaux ou des articles, mais pas beaucoup plus. Et là, sur une idée de 180-200 pages, Mmh. voilà, je suis rentré dans ce truc-là. Donc de démocratiser pour tout le monde, hein, de donner accès à des bouquins sympas, intéressants, et accessibles aussi, financièrement et dans la façon de le lire quoi, Mmh. de consommer l'objet et de dire aux plus jeunes ou même aux plus âgés, aux plus vieux que moi, peu importe, de dire à tout le monde c'est évidemment pas donné à tout le monde de pouvoir écrire et c'est un vrai travail qui demande des sacrifices, évidemment. Il y a une part de chance, il y a une part de plein de choses. Mais, et ça, je sais pas encore comment je vais le matérialiser et j'aimerais beaucoup peut-être créer des contenus autour de la production de ce troisième ouvrage justement, mais de dire: «Voilà comment on crée de A à Z un livre pour que ceux qui aient envie de le faire ne se mettent pas des obstacles imaginaires plus qu'il n'y en a. Alors il y en a, évidemment, il y Mmh. a des obstacles, mais on se met souvent des freins et moi les freins que je me suis mis pendant longtemps au début du process du premier livre, de me dire: «Mais qui va m'acheter? Mais comment je fais? Mais qui je dois appeler? Mais et si ça marche pas? Et si ça se vend pas?» et trucs, à regarder le plafond tous les jours. Si je peux juste donner envie aux gens d'écrire et d'aller au bout de leur truc, parce qu'en vrai, c'est quand même des projets et je pense que c'est le dénominateur commun de tous les invités que tu as eus, c'est la fierté Mmh. de d'aller au bout de ce projet-là. Non pas d'un nombre de chiffres de vente ou d'argent récolté de par ça on s'en fout ça au final. Enfin, c'est important Oui, et mais on c'est va pas plus ou se moins important oui. pour tous, il y a pas de souci. D'aller au bout de la démarche, de créer quelque chose et de voir que de créer quelque chose, pour moi, de palpable, en tout cas. Pas du enfin, je Oui, dénigre oui, pas oui, les non, mais contenus vidéo et l'objet, cetera, quoi, hein. l'objet et en plus de voir les gens heureux et de déclencher des motivations de lecture, d'écriture, de il y a quand même pas grand chose de plus satisfaisant et de plus beau que ça. Donc si je peux, à travers le troisième bouquin, créer du contenu pour donner aux gens envie de lire et donner aux gens envie d'écrire, ce serait un double objectif, et vraiment c'est tout ce que je me souhaite. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite aussi et comme tu viens de le dire, tous les auteurs que j'ai pu, et qui ont gentiment, répondu à l'invitation, le moment qu'ils ont retenu, entre guillemets, ben, c'est, ils ouvrent le carton quand le produit il est livré et puis Mmh. ils feuillettent, le produit fini. C'est C'est un truc, qu'on peut pas décrire. c'est exactement ça et au-delà de l'amitié que je te porte et je vais conclure là-dessus, c'est merci à toi d'inviter, et merci aux maisons d'édition aussi de jouer le jeu, peut-être de te Mmh. rabattre parfois des auteurs et cetera. Parce que, j'ai pu voyager ces dernières années un petit peu à droite à gauche et dans le regard collectif qu'on porte à la littérature, il y a déjà beaucoup de clichés, mais dans le regard collectif qu'on porte à la littérature sportive, il y en a encore plus. Et le fait de c'est plus démocratisé à l'étranger, dans certains pays, notamment en Angleterre. La littérature sportive, c'est chouette à écrire, c'est chouette à lire et ça mérite, à mon sens, plus de promotion
qu'il n'en a. Et je parle pas de mon cas perso, hein, je Mmh. parle de tous les invités que tu as eus et de tous ceux que tu vas avoir. Heu, Ça mérite à mon sens un regard un peu plus bienveillant et un peu plus de respect, et merci à toi de nous donner la possibilité de venir parler de ce qu'on fait et de mettre, quelques lettres de noblesse sur ce qu'on peut faire. Parce que je pense que beaucoup de gens, et je parle pas de moi là, mais encore une fois, beaucoup de gens qui sont passés, avant moi, et de ce que je sais, beaucoup de gens qui passeront, a priori après moi dans les prochaines semaines, méritent une exposition, qu'ils n'ont pas toujours, et un respect qu'ils n'ont pas toujours par rapport à ce qu'ils créent. Donc merci à toi, sincèrement. Ben, merci à vous déjà parce que sans tout votre investissement et et vos sacrifices, il y a pas de chapitre sportif donc merci à vous. On va aller maintenant sur la conclusion et les 2 questions rituelles. La première, les recommandations, lecture, de Mister Max, OK. en livre de sport, est-ce que tu peux nous en lister 3? Que livres de sport? Idéalement, OK. Alors, livres de sport, 3, j'en ai beaucoup. Les parrains du foot, d'accord. Mathieu Grégoire, Stéphane Selamy, Brendan Kemet. C'est le mix parfait entre foot et enquête de société. Je laisse les gens le découvrir. Pour moi, c'est, je pense, le bouquin qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus, que j'ai le plus préféré. Ça se dit pas trop, mais que j'ai le plus aimé, en tout cas, de tous ceux que j'ai pu lire dans le microcosme de la littérature sportive. Vraiment, j'ai eu l'occasion de le dire à Mathieu, ils ont fait quelque chose de génial pour ceux qui aiment forcément la thématique, mais les parrains du foot, en un. En deux, la biographie de Thierry Henry par Philippe Auclair. C'est pareil, quand tu fais un bouquin de 500-600 pages, romancé autour d'un mec aussi, à la fois mystérieux et iconique que Thierry Henry, c'est déjà très fort. Mais en plus, avec la plume de Philippe Auclair, non, vraiment, ça fait partie de ces livres où je me suis dit: «Merde, j'aurais aimé le faire». Mmh. Ou j'aimerais faire quelque chose comme ça. Parce que vraiment, je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Hem, je vais les mettre pour en faire que 3, mais comment regarder un match de foot, comment gagner un match de foot, Oui, ça des c'est managers. ouais, Au-delà du fait que ce sont des copains, c'est des, voilà, si tu on c'est des parlait tout à classiques, l'heure, c'est des des classiques. grands classiques, des choses qui se picorent, et cetera. Et c'est pareil, extrêmement accessible à tous. Donc voilà. Et si tu me Allez, laisses un allez. petit bonus, Heu, La Mano Negra de Romain Molina, mmh, pour le côté enquête aussi. Parce que je pense que quand il est sorti, on a tous pris une claque. Et voilà, c'est quand même extrêmement fort comme ouvrage. Donc il y en a des tonnes, tu m'embêtes à oui, non, mais c'est sûr, mais c'est mais voilà, l'exercice en fait, hein, c'est à un moment c'est donné, sinon forcément. après Sinon on fait qu'un podcast dessus, voilà. parce que je liste ma bibliothèque, tout ce que j'ai. Mais non, voilà, c'est donc ça fait 5 au final, je t'ai un peu eu, mais Non, mais pas grave, 3 achetés, 2 offerts et voilà, c'est exactement, voilà. voilà les petites recos. OK, nickel, super, merci beaucoup et toi, on va passer en mode auditeur. Toi, quelle personne t'aimerais écouter et qui fasse le même exercice que tu es en train de réaliser, actuellement? Heu, Bah, j'ai bien envie, justement que tu aies Mathieu, même si ça fait long, Mathieu Grégoire, ça fait longtemps, et il fait d'autres choses à côté, donc c'est pas juste un auteur. Donc c'est Mmh, peut-être ou sur, je dirais un hors-série comme tu as pu le faire avec Elton. Pour citer quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais dont j'ai apprécié le travail, Enzo Djebali peut-être pour le bouquin Recruteur, ouais, que j'ai trouvé très, très cool, et pareil, très précis, mais à la fois pédagogique sur le métier
de recruteurs, je pense que ça pourrait être pas mal et c'est un bon client, Enzo. Ou alors, sur totalement un autre aspect, Vincent Raduro peut-être pour ses romans? Oui, Ce oui, serait très cool. oui, très cool, tu le deuxième après Alex de Trash Talk à le citer, donc on va le solliciter et petit exclu, monsieur Djebali, va être présent sur, le premier semestre, 2025, Ah bah, voilà. voire, février, Voilà, si tout va bien. je ne le savais pas, c'était pas un spoil déguisé, Mais non, mais très mais bien, au moins on tease, très bien, et OK. beh, voilà, impeccable. Super. Bah, en tout cas, Maxime, un grand merci pour le temps que tu nous as octroyé. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ce numéro. On te souhaite, de belles ventes pour les 2 bouquins qui sont en cours, à la vente et une concrétisation de ton projet pour que tu puisses nous offrir, de très belles archives, sur notre, très belle ligue. Écoute, encore une fois, un grand merci et puis désormais, je vais pouvoir, me contenter d'écouter toutes les 2 semaines, les prochains invités. Très bien, bon, on va essayer d'être régulier. Bon courage à toi.